Donc la tâche qui m'est confiée, c'est évidemment Mission Impossible, dans le sens que comment trouver un fil à travers des communications, des partages, surtout d'expériences si riches qu'on a entendues ce matin, et que chaque phrase évoquait des choses et ouvrait des réflexions. On pourrait faire autant de colloques. Et donc, où j'ai choisi, et de façon dramatique, où je risque de dire des choses qui n'ont pas véritablement un fil rouge. Ayman, quand a intervenu tout de suite au début, nous a rappelé que c'est l'inconnu qui est le sujet de l'accueil. Et d'ailleurs, nous a rappelé une chose très intéressante, que la véritable hospitalité est pendant 3 jours. C'est un terme et c'est une caractéristique qui m'a occupé plusieurs mois, parce que je voulais comprendre, mais quel est le sens de ça? Que d'ailleurs, ce n'est pas seulement issu de la tradition islamique, c'est quelque chose déjà pré-sémitique, très enraciné dans les traditions anciennes, assyro-babyloniennes, et donc après passe dans la tradition de la culture gréco-romaine, pour finalement devenir patrimoine aussi de la tradition sémitique. Bon, je me souvenais d'un passage de Al-Bukhari, un grand savant musulman qui ajoutait un détail fort intéressant par rapport à ça. Il disait: l'hospitalité est pour 3 jours, toute prolongation devient charité. Et c'est très curieux parce que ça ouvre une grande question sur le rapport même terminologique entre l'hospitalité et la charité. J'ai fait tout un parcours aussi un petit peu historique pour comprendre que cette évolution de terme, qui n'est pas seulement une évolution chrétienne, mais encore une fois qui traverse les traditions monothéistes tout d'abord. Disons en gros, pour résumer, qu'autour du XVIe siècle s'opère un petit peu une variation terminologique progressive. Non ? Tout d'abord une distinction entre les tenants d'une hospitalité réservée aux pères et les tenants d'une hospitalité étendue aux pauvres. Et donc, l'hospitalité semble s'adresser de plus en plus aux connaissances, familiers, amis, co-religionnaires, tandis que la charité, voilà qui émerge le deuxième terme, s'étend aux pauvres, aux mendiants, aux malades, aux marginalisés en général. Et donc, au fil des siècles, charité, pitié, compassion tirent l'hospitalité du côté du sentiment religieux. L'autre, c'est plus l'entraide sociale, qui d'ailleurs introduit un terme très dangereux, une caractéristique très dangereuse, une sorte de paternalisme. On se sent tellement bon à être charitable, qui fait tomber d'en haut. Ce qui n'est pas tellement la dynamique de l'hospitalité, qui est véritablement une rencontre bouleversante qui n'exige pas le contre-don, mais qui, de fait, me met dans la situation de reconnaître que parfois je reçois beaucoup plus de ce que je donne. Et me met en question. D'ici tous les peurs aussi déterminées par la rencontre de l'autre, qui met en question mon identité. Bon, c'est pour dire la recherche où m'a conduit, mais très rapidement, la recherche sur la question des 3 jours. Je pense que c'est plutôt lié au fait que dans toutes les cultures, religieuses ou pas religieuses, le sommet de l'acte hospitalier, c'est le repas sacré. Et dans la conception partagée, commune, c'est que les effets du repas sacré, pour être définitivement métabolisés et donc finalement aussi expulsés, etc., dans le corps humain, prend au moins maximum 3 jours. Et jusqu'à quand tu es sous l'effet de la sacralité du repas, tu ne peux pas renvoyer ton hôte inconnu. C'est curieux. C'est assez banal comme explication finalement, mais qui a une logique. Qui d'ailleurs justifie certains dictons aussi qui sont nés au cœur de notre tradition. Il y a un dicton allemand qui dit que le poisson, après 3 jours, il pue. C'est-à-dire, ça termine l'effet aussi
du bénéfice même de la nourriture qui te permet de vivre, de marcher. Je voudrais encore souligner une chose proprement liée à la tradition chrétienne par rapport aux 3 jours. Il y a un document très important de la chrétienté ancienne, le premier document extra-canonique, c'est-à-dire non inséré dans le canon des Écritures, c'est la Didaché, la doctrine des 12 apôtres, où il est question de disposition pour des mesures préventives proposées pour contrer l'abus à une sorte de parasitisme propre des prédicateurs ambulants. Et on dit que toute personne qui vient au nom du Seigneur soit accueillie, vous la connaîtrez ensuite, après l'avoir éprouvée, etc., car vous saurez discerner la droite de la gauche. Si celui qui vient est un voyageur qui passe, aidez-le dans la mesure de vos possibilités. Mais il ne restera chez vous que 2 ou 3 jours, s'il est nécessaire. Encore une fois, s'il veut s'établir chez vous, qu'il ait un métier et qu'il travaille pour manger. C'est intéressant parce que nous rappelle la dimension importante. L'hospitalité n'est jamais accompagnée au irénisme simpliste. C'est quelque chose de bien sérieux. D'ailleurs, Elisabeth, ce matin, je continue, nous a rappelé l'étymologie du terme hôte dans son ambiguïté. Hospes a une étrange parenté avec hostis, l'ennemi, qui en français donne hostile, c'est la même racine. Et on retrouve d'ailleurs les mêmes ambiguïtés dans l'étymologie grecque du terme, où le même mot xénos signifie à la fois hôte et étranger. Bon, j'avais évoqué des choses intéressantes, on pourrait aller très loin dans la question étymologique, parce que entre les mots hospes et hostis, hôte et ennemi, il y a d'autres termes avec la même racine. Le verbe hostire, en latin, signifie, moi je viens de la culture latine, donc même j'ai étudié le latin, j'étais obligé de le faire, et Dieu merci parfois, donne traiter à l'égal, d'égal à égal, ou compenser, mais donne encore aussi le verbe ostimentum, qui signifie compensation. Et, ce qui m'intéresse particulièrement, donne aussi le terme hostia, avec H, qui est la victime destinée à compenser la colère de Dieu. C'est très intéressant dans ce débat, cette question qui a des significations très importantes théologiques, évidemment dans la compréhension chrétienne notamment, l'hostie, le Christ qui s'est fait victime pour compenser, quelque part, pour compenser pas la colère de Dieu, parce qu'il y a eu une interprétation, le Christ bouc émissaire pendant des très longs siècles. En réalité, c'est celui qui rétablit le pont possible de la rencontre. C'est vrai, donc cette ambiguïté de termes nous ramène à une question importante que Sharon évoquait, et qui est un trait fortement juif, mais ancien testamental, donc fortement chrétien, que je chéris, c'est le terme de la motivation à l'hospitalité. Sharon nous a rappelé ce passage essentiel de l'Ancien Testament, Lévitique 19, 34. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène au milieu de vous, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Et il y a d'autres citations du même sens, par exemple, je pense à Deutéronome. Aimez l'étranger, car au pays d'Égypte, vous fûtes des étrangers, etc. Alors, la motivation, là, historique, du mémoire historique, semblerait devenir encore plus importante, déterminante que la motivation théologique pour justifier la sacralité de la sollicitude vers l'autre. Mais il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe quand l'histoire, cette mémoire, c'est une mémoire blessée? Et alors, doublement merci à Linda de nous rappeler que quand on se confronte au d'où je viens, la mémoire n'est pas forcément très très facile et aisée. Ça peut être mémoire d'exil, de violence, de camp de réfugiés, d'une histoire familiale d'immigration compliquée, d'un fort sentiment d'injustice, etc., etc., etc. Alors, tout ça me ramène à nouveau,
et c'est la dernière partie que j'essaie d'ébaucher, à la réflexion sur l'étrangeté. En vivant un petit peu aux frontières des différentes langues, parce que je suis italien vivant en Turquie, je trouve que la richesse des langues, parfois, c'est génial. L'hospitalité semble toujours avoir affaire à l'étranger et à l'étrangeté. Et je pense qu'il y a une évolution importante dans la perception de l'étranger. Et aujourd'hui, l'étrangeté, si vous pensez bien, est subie comme une malédiction très souvent, ou une inéluctable tragédie humaine. Un terme à utiliser avec prudence, mais rappelez aussi Martin, au cœur par exemple de la culture québécoise. On n'utilise pas très facilement ce terme étranger, parce que ça semble presque discriminatoire quelque part. Eh bien, il faudrait peut-être s'entendre d'abord sur ce que recouvre ce terme d'étranger. En général, historiquement, étranger, c'est extérieur au monde où l'on habite, extérieur à notre langue, extérieur à notre norme juridique, à nos lois de cohabitation, à nos coutumes, à l'ordre même que l'on donne à nos droits, à nos devoirs, à nos interdictions. Et alors, pour moi, il y a une grande question. L'étranger, qui fut l'ennemi dans les sociétés primitives, et peut-être à nouveau dans nos sociétés, peut-il disparaître dans les sociétés modernes ? Parce que le rêve, la possibilité d'une société sans étrangers est toujours un petit peu présent à l'horizon, non seulement de la religion ou de la morale, parce qu'elle représente un rêve d'uniformisation, un rêve d'uniformité, pardon, est un petit peu à l'image d'une intégration économique et politique planétaire. Eh bien, pour moi, c'est la dérive. Ça, c'est une dérive de la globalisation qu'il faut contrer. Je plaide pour l'importance, et je reviens à l'idée biblique, ancien testamentaire, qui est très forte, d'expérimenter notre propre étrangeté pour être capable d'aller à la rencontre de l'étranger. Dans l'idée biblique, le patriarche Abraham est appelé toujours l'étranger de passage, toujours, qui est orienté sans cesse à des destinations nouvelles, mais jamais définitives. Le pèlerin ontologique. Je te donnerai à toi et à ta descendance la terre où tu es un étranger, le pays où tu séjournes, toute la terre de Canaan, à toi pour l'éternité. Genèse 17, 18. C'est très intéressant parce qu'on pense toujours à la promesse de la terre. Mais on oublie toujours cette précision où tu es un étranger. C'est-à-dire l'idée biblique, c'est que Dieu seul est propriétaire de la terre et le peuple sera toujours étranger. Ça serait par exemple très intéressant de reprendre en main un certain développement du sionisme par rapport à cette donnée strictement biblique. D'ailleurs, je le disais dans le cours que je viens de terminer sur les fondamentalismes, les ultra-orthodoxes, ultra-religieux juifs sont totalement contraires au sionisme. Et ce n'est pas au hasard. C'est pas au hasard. Alors, je pense que le défi pour les hommes et les femmes au cœur de leur parcours existentiel aujourd'hui, pour chacun de nous, c'est d'instituer, je pense, une pensée à partir et non malgré l'existence de l'étranger. Une pensée où la condition d'étrangeté ne représente pas une condamnation inéluctable, mais une chance. Parce que seulement si on a le recul nécessaire de cette étrangeté, on peut aussi composer avec nos histoires respectives. Et on peut aller véritablement à la rencontre de la diversité radicale qui nous ramène à notre identité même, qui donne du sens à notre identité. Et alors voilà, et je termine, si historiquement, même dans la pensée chrétienne, on a développé beaucoup l'idée de l'étrangeté, mais dans un sens toujours un petit peu eschatologique, parce que les chrétiens sont ceux qui vivent dans ce monde, mais en se préparant à un royaume qui n'est pas de ce monde. Aujourd'hui, je plaide pour l'idée d'une étrangeté qui n'est pas tout simplement visée à un autre monde, mais qui est vivre
autrement dans ce monde, c'est-à-dire dans le sens de la gratuité et non de l'appropriation. Ce qui nous oblige à repenser tous les rapports avec la nature, penser au thème de l'environnement. On n'est pas propriétaire. Tous les thèmes du rapport à l'autre. Évidemment, hier, il y avait des questions qui revenaient sans cesse. Et si l'autre qui vient de l'étranger est un colon, ça veut dire quoi? J'adore, et je l'ai évoqué encore ce matin, une pancarte, un grand écriteau qui est à l'entrée du musée de l'Ontario à Toronto, qui écrit plus ou moins « L'identité canadienne est le fruit de négociations permanentes ». Je trouve génial ça, parce que l'arrivée de l'autre, l'étranger, m'oblige à un déplacement sans cesse, m'oblige à habiter pas dans une maison de briques, mais à continuer à habiter sous une tente de nomades qui se ouvre selon les 4 points cardinaux, pour dire la nécessité aujourd'hui aussi d'être toujours ouvert à un accueil illimité de l'autre, sans lequel je ne serai pas moi. Sans l'autre différent que moi, je ne peux pas être moi. Voilà. On a sans doute tous eu des échanges intéressants dans les ateliers. En tout cas, on va en avoir une bonne nouvelle. Alors, c'est ce qu'il nous reste à faire, c'est essayer de faire remonter un petit peu ce dont il a été question dans les autres ateliers pour avoir une vision globale d'ensemble. Et puis, on va conclure ce colloque-là que nous avons vécu ensemble pendant quelques heures. Voilà, donc... on commence tout de suite et on va par notre... Bon, OK, moi je commence... Bon. Alors imaginez, moi, c'est pas drôle, mais j'étais dans un bon atelier, là, au sens où ça va bien. Oui, oui, mais j'entends, nous, ça va bien. Attends, il faut voir de quoi il s'agit. Je parle... C'est ça, hein? C'était quoi mon truc encore? C'était les réfugiés. Action réfugiés Montréal. Voilà. Ça rappelle que ça va bien, c'est ce qui compte. Oui, non, c'est parce que je voulais faire un petit effet. C'est que je vous disais que sur cette question-là, ce groupe-là est en essor. Ça va bien. Surtout depuis le 1 ou le 2 septembre 2015. Qu'est-ce qu'il y a eu le 1? J'étais dans le groupe Action Réfugiés Montréal. Non. Depuis le 1 ou 2 septembre 2015. La photo du petit garçon qui est décédé, vous savez, sur le bord de la mer. Alors, Paul Clark. Paul, tu es ici? Oui, bon, c'est ça. Alors, c'est ce que Paul nous a retracé. Dès le lendemain, Action Réfugiés Montréal recevait des téléphones, des dons. Je veux dire, alors du jour au lendemain, vraiment, là, vous avez vu une grande solidarité qui s'est manifestée et qui a fait en sorte que beaucoup donc, de dossiers, vous devinez, bon, en tout cas, que ça a donné une grande impulsion. Évidemment, les dossiers qu'il pilote, ça prend toujours du temps aussi. Il nous faisait remarquer, bon, pour la question des Syriens, il y a une urgence, il y a vraiment des dispositions particulières qui sont appliquées dans ces cas-là. Mais il n'empêche qu'eux pilotent des groupes d'autres pays depuis déjà très longtemps, vous savez, et qui n'ont pas, disons, c'est vrai, hein, les facilités qu'ont les Syriens, mais on n'est pas pour remplacer l'un par l'autre, c'est bien certain. Alors, il faut savoir qu'il y a encore toujours ces groupes-là qui continuent. Et là, il nous faisait remarquer aussi que suite au changement de gouvernement, alors là aussi, il y a eu des grands déblocages qui ont été faits pour l'accueil des réfugiés. Dieu merci, on est tous très contents de ça. Alors, il nous faisait remarquer quand même qu'il est important de toujours continuer à exercer de la pression sur nos hommes politiques pour nous assurer que les bonnes dispositions qu'ils manifestent actuellement, eh bien, ils puissent persévérer dans ces bonnes choses-là pour qu'on puisse vraiment faire avancer ces dossiers-là. C'est très impressionnant de voir le travail que ces gens-là font, vraiment, et de voir qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent collaborer avec ce travail-là. Alors, il y a des questions de parrainage, il y a des questions de... Vous, c'est des parrainages, hein? Il n'y a pas...
C'est ça. Des parrainages privés, c'est ça. Alors, il y a d'autres groupes des réfugiés qui, eux, sont pris en charge par le gouvernement. Alors ça, c'est une autre question, mais il y a des organismes qui sont subventionnés pour justement aider ces gens-là à faire évoluer. Alors bon, donc c'est déjà ça, mais vu que ça va assez bien nos affaires, j'ose pas trop prendre plus de temps. Alors je vais, mais c'est bien. Alors oui, je vais passer. Donc les travailleurs temporaires, des questions surtout des travailleurs agricoles. On avait notre invité Melvin Mendez. Bon. Tu parles assez fort. Ben oui, je parle assez fort. C'est le deuxième micro du capitaine. Ah oui, là. Donc, on a parlé un petit peu des pratiques inhospitalières qui sont quand même assez nombreuses. Aussi, une chose qu'il faut ressortir, c'est que ces gens-là ne sont pas citoyens, donc évidemment, il n'y a pas de choses d'établies pour eux comme telles. Donc, tout est en lutte, tout est en processus. Il y a, parmi les difficultés soulevées structurelles, le fait qu'ils viennent ici à travers un organisme privé, une entreprise privée ferme, qui sélectionne les travailleurs, qui les font venir ici, qui ont à peu près le contrôle de tout ce qui se fait dans ce jeu-là. Ça fait partie des difficultés, c'est très peu balisé. Dans les pratiques aussi, sur le plan de l'État, il y a le programme des travailleurs agricoles saisonniers, mais il y a aussi d'autres gens qui viennent comme travailleurs peu spécialisés, qui n'ont pas droit aux mêmes choses que les travailleurs spécialisés. Par exemple, ceux-là doivent payer leur logement quand ils sont ici. Évidemment, c'est l'employeur qui leur offre à un très bon taux pour eux-mêmes comme employeurs ces logements-là. Le cas de femmes aussi sur la rive nord de Montréal, dont les employeurs prennent bien soin de que personne les atteigne. On les protège beaucoup. Donc, un accès avec l'extérieur qui est difficile, beaucoup d'encadrement, beaucoup de paternalisme aussi qui sont favorisés par ce genre de politique-là. Le droit de syndicaliser qui est tombé aussi, qui est apparu et qui est retombé. En fait, il est apparu juste le temps d'un gouvernement, puis il est redisparu. Je pense que je n'ai pas besoin de dire lesquels. Ça va de soi. Bon, dans ce qui peut se faire comme pratique, évidemment, c'est d'être à l'écoute, dans un premier temps, de ce qui se fait sur le terrain, de ce qui se passe sur le terrain, c'est-à-dire, bon, ce que Melvin mentionnait, ce qu'il fait, ramasser des témoignages, les enregistrer, parce que des fois, on raconte des situations, ça a tellement de l'air loufoque, ça a tellement de l'air impossible que ça se passe dans un pays du Nord, dans un pays tellement beau et démocratique comme le Canada, qui ça prend un témoignage audible pour pouvoir le croire. Établir un contact avec ces gens-là, aller les visiter, les travailleurs, pour briser un peu l'isolement qu'ils vivent. Continuer la lutte, les revendications qui existent en termes d'accès à la résidence permanente, par exemple, aussi d'accès au visa de visiteurs des personnes membres de leur famille pour qu'ils viennent ici, dans toutes sortes de cas, dans le cas de blessures au travail, dans le cas ou de mortalité aussi. On a relevé des cas où un travailleur est mort d'un accident de travail, puis sa femme n'a pas pu venir ici parce qu'on ne lui a pas émis un visa. Et on ne peut pas attendre 6 mois là, pour ce genre d'affaires-là. D'ouvrir le permis de travail aussi pour qu'il soit semi-sectoriel, parce qu'ils viennent ici, ils appartiennent en fait à un employeur, à un champ de travail, donc ouvrir ça pour leur donner une certaine force aussi, là, négociation. Les informer de leurs droits dans leur langue quand ils arrivent, parce qu'il y a un beau document du gouvernement du Québec en français. C'est drôle, pour ce genre d'affaires-là, on respecte beaucoup le français. Hein? Et pour d'autres, moins, mais c'est ça. Enseigner aussi le français pour donner accessibilité aux travailleurs à ce qui se passe ici, puis pouvoir voir ce qui se passe par rapport à eux, les décisions qui se prennent, puis ce qu'on leur dit. Des inspections neutres de la part d'intervenants neutres, des logements.
qu'ils habitent. Donc, on a ressorti aussi là, de la part de tout le groupe, il faudrait voir ce qui se passe avec la contestation syndicale de l'interdiction de syndicaliser, voir comment va cette lutte-là, comment la FTQ, la CSN la mène, si elles l'ont contestée devant les tribunaux. Faire un lien, travailler en lien avec les chercheurs qui travaillent soit en droit, soit en ressources humaines dans les universités, qui ont eu aussi un certain contact, qui ont des données qui peuvent être utiles. On parle aussi d'un secrétariat indépendant aux travailleurs agricoles, qui ne soit pas d'une entreprise là, payée par les entrepreneurs. Puis, évidemment, tout simplement faire valoir les droits fondamentaux, comme le droit de syndicaliser, par exemple, le droit de pouvoir, d'avoir accès à un logement salubre, etc. Dans les grandes lignes. Oui. Je vais prendre celui-là. Il va naître. Alors, bon après-midi tout le monde. Alors, moi, j'ai animé l'atelier numéro 3 qui a pour titre Racisme, Islamophobie et Discrimination. On a eu une très belle présentation et un très bel échange. La présentation d'Amina Triki Yamani, chercheur à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Alors, je vais pas, je suis dans une situation ingrate parce que m'en rendre fidèlement la substance d'un propos qui était très riche. Tout simplement pour dire, peut-être dans un premier temps, que à rappeler donc un événement important, c'est que la Commission des droits de la personne célèbre ses 40 ans cette année, donc elle a tenu à nous le rappeler et on se l'est rappelé collectivement, l'importance donc de savoir un peu l'historicité, de plaider l'importance de cet outil dont nous disposons collectivement, cet organisme. Nous sommes aussi au 41e anniversaire de la Charte québécoise des droits de la personne. Voilà, donc elle a tenu à rappeler ça. L'essentiel de la présentation, dès le départ, a plaidé, et elle a un peu rappelé le mandat qui est celui de la Commission, notamment la responsabilité de l'État qui incombe surtout donc à cette structure qu'est l'État quant à l'application de la loi sur l'accès à l'égalité en matière d'emploi, parce que s'il faut vérifier véritablement les principes d'égalité qui sont énoncés dans les chartes, parce que les principes qui guident le fonctionnement de nos sociétés, c'est supposé être les principes qui animent un peu les chartes dont nous disposons collectivement, et c'est peut-être à l'aune de ce qui prévaut sur le marché du travail qu'on peut vérifier en acte, précisément, comment est-ce que ces principes que nous énonçons, s'ils sont véritablement en adéquation avec ce qui se fait, ce qu'on peut observer au niveau de la société. Donc là, au niveau de l'emploi, on voit très bien que l'accès à l'égalité est très... Il y a de véritables défis que nous avons, il y a de véritables problèmes. Et que l'État ne joue pas tout à fait son rôle. Voilà, donc, rappeler peut-être deux choses. La première des choses qu'elle a rappelé, c'est de faire peut-être un petit rappel historique quant à la longue histoire des discriminations qui ont prévalu dans notre société à l'égard, qui serait quelque part le premier âge du racisme, à l'égard de certaines franges de notre immigration plus ancienne, à l'égard des Italiens, à l'égard des Juifs. Et nous serions peut-être dans le débat relatif à l'islamophobie dans quelque chose qui serait comme un deuxième âge. C'est pas comme ça qu'elle le dit, c'est comme ça que je le comprends. Une espèce de deuxième âge du racisme. Nous sommes dans une espèce de racisme après les races parce qu'on a banni le terme race et tout le discours raciologique, mais il y a quand même des formes de racisme qui perdurent et cette mutation-là qui existe dans les formes du racisme à travers la culturalisation de certains débats, et c'est de ça que pâtissent les musulmans. Donc, je n'ai pas besoin de rentrer dans tous les détails. Vous connaissez tous les préjugés qui prévalent à l'égard des personnes musulmanes ou des personnes tout simplement associées à cette altérité musulmane, indépendamment même de la façon dont ces personnes se représentent elles-mêmes. Donc, et là, cette forme de dépréciation, cette forme d'altérisation, ces formes de racisation, elles prévalent et elles sont très observables au milieu de l'emploi, au niveau du travail. Et là, une chose qui a été utile, c'est de rappeler peut-être un des éléments qui a été un travail colossal de la Commission des droits de la personne, notamment à travers cette recherche qu'ils ont fait en 2012, qu'ils appellent le testing. Donc, il y a toute une recherche qui a été faite sur la direction de Paul Head, qui a documenté tous les mécanismes qui prévalent en matière d'accès à l'emploi. Donc, ils ont répondu à travers l'envoi de CV fictifs à des demandes d'emploi, et on a très bien compris à travers le processus qui était le leur que certains groupes, et dans ce qu'on appelle des groupes racisés, sont encore plus discriminés que d'autres. Parce qu'ils ont envoyé des CV portant certains noms pour répondre à certaines offres, avec les mêmes compétences que des personnes issues des groupes eurodescendants, donc québécois
issus du groupe majoritaire, et on voyait très bien qu'il y avait des groupes qui sont racisés. Et à l'intérieur des groupes racisés, on voit que les groupes arabes sont les plus racisés. Et à l'intérieur des groupes racisés arabes, on trouve qu'il y a, par exemple, certaines personnes issues de certaines origines, de certaines nations, sont encore plus discriminées. Voilà, donc, à la lumière de ce qui prévaut sur le marché du travail, on a des éléments tangibles pour montrer que l'islamophobie, c'est pas juste une construction théorique, elle se vérifie en acte, et tout cela est documenté. Cette islamophobie également prévaut pas seulement au milieu du travail, elle prévaut dans toutes sortes de débats, elle est alimentée par des mésinterprétations qui découlent de la façon dont nous concevons très schématiquement certains éléments, notamment la question de l'accommodement raisonnable. Elle a essayé de très bien expliquer pourquoi. Nous nous sommes donnés collectivement des outils comme celui des accommodements raisonnables. À l'intérieur des demandes d'accommodement, elle a très bien montré que les demandes en matière religieuse sont minoritaires par rapport à d'autres demandes. Les demandes des musulmans sont minoritaires par rapport à d'autres demandes issues de minorités. Donc voilà, elle a complexifié, elle a permis donc de brasser toutes ces questions-là. On a terminé par un plaidoyer contre l'importance d'une éducation au droit dans notre société. On comprend très bien. Vous avez compris, logiquement, c'est donc l'éducation pour les droits, parce qu'on a très bien compris qu'il y a des groupes racisés issus de traditions, ou en tout cas issus de communautés ou de groupes, en tout cas qui ont incorporé des formes de racisme. Donc on comprend très bien là que cette incorporation a des avatars en matière d'éducation au droit, en matière d'accès au droit, en matière, même finalement l'outil indispensable des droits finit par se délégitimer à leurs yeux. Donc elle a rappelé qu'il faut, à mon avis, continuer quand même à plaider l'importance des droits, mais pas seulement le droit, l'importance des mobilisations politiques à la base. Voilà ce qui a été soulevé également. Je pourrais aller très loin, sinon peut-être pour ajouter de mon cru, de ne pas perdre de vue que ce débat sur le racisme à l'égard des personnes musulmanes, on a abordé la question autochtone, même si avec les autochtones c'est un débat de nation à nation, c'est pas le même type de débat qu'à l'égard de personnes issues de l'immigration ou d'origine immigrante. Elle a aussi montré que les débats qui touchent les personnes dites musulmanes ne prévalent pas qu'à l'égard de catégories de migration récentes, mais qu'elles prévalent même à l'égard de personnes issues de deuxième génération. Donc, le poids de ce type de racisme, il est très lourd parce qu'il prévaut même à l'égard de personnes qui sont nées ici, qui maîtrisent les codes de la société, qui sont francophones. Donc là, ça ouvre des questionnements très importants. Et là, je commence à déborder, je parle trop. Je laisse la parole à la patronne. Alors, donc, c'est simplement pour vous donner le goût de revivre d'autres événements comme aujourd'hui pour aller plus loin dans ce à quoi vous n'avez pas pu assister. Je bénéficie du fait que ce matin, on a pu entendre parler un peu de la question des enfants sans statut, donc je ne répète pas ce qui a été dit ce matin. J'ajouterai quelques éléments d'information qui nous ont été partagés, mais pas l'ensemble. Peut-être un nombre, nous n'avions pas de chiffres ce matin. Alors, évidemment, qui dit sans-papier dit difficulté de recenser le nombre réel. Judith Rouen de la 3e Avenue du collectif Éducation pour tous nous partageait l'estimation qu'ils font de probablement 40 000 sans-papiers au Québec, dont quelques milliers d'enfants qui n'ont pas accès à l'école. On a aussi pris conscience de la fragilité de cette question de statut et d'accès au papier, parce que la plupart des gens arrivent avec un statut de visiteur, un permis de touriste, arrivent avec comme travailleur temporaire et se retrouvent en situation de sans-papier, souvent dans un deuxième temps. Et autre élément important, c'est que l'accès à ces droits fondamentaux, dont l'éducation est un élément important, pose toute la question dans nos services publics de la confidentialité par rapport au statut d'immigration, d'où l'invisibilité et la difficulté d'avoir une certaine prise pour transformer les choses, parce que à partir du moment où les gens se dévoilent, la dénonciation est fort probable par des agents administratifs. Le problème se situe autant au niveau des choix politiques que dans les applications administratives. On a pris un temps important de discussion dans l'atelier sur la question des causes, d'essayer de complexifier un petit peu plus les causes pour aller au-delà du fait la loi a changé en 1996 et de se dire pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec des enfants qui sont sans statut. Et on a nommé différentes
questions, dont celle dont les préjugés importants qui prévalent dans la population en général, nourris fortement depuis surtout le début des années 2000, sur la question de l'immigration, particulièrement sur les demandeurs de statut, où l'opinion générale est de plus en plus défavorable à offrir des services, à assurer un accueil en bonne et due forme, à reconnaître les droits des personnes au sein de la population, nourris par un certain discours politique, nourris par un certain discours médiatique aussi. On a nommé un autre élément important qui est une conséquence de régime de plus en plus, ou de vision aussi économique qui se cache derrière le terme de l'austérité, davantage mis de l'avant actuellement, mais qui a prévalu aussi dans la façon d'assurer à l'ensemble des personnes qui résident sur le territoire des services publics qui devraient pourtant, au niveau des droits fondamentaux, être accessibles à tous. On a nommé aussi l'enjeu de la question de la reconnaissance des droits à deux niveaux. La difficulté constante, et ça c'est pas nouveau, de faire reconnaître des conventions internationales à l'intérieur de nos législations nationales, provinciales, et cette bataille est toujours nécessaire, ainsi que la difficulté, malgré le préjugé favorable aux droits de l'enfant, c'est marqué dans la loi de l'immigration, priorité du principe de protection des droits de l'enfant et l'incapacité de mettre en œuvre véritablement ces grands engagements internationaux. Et aussi la grande question de l'obtention des droits actuellement. Les droits sont obtenus dans un lien avec un État national qui délivre ces droits-là. Et notre atelier a élargi à dire, oui, on a quelques milliers d'enfants, on pourrait trouver peut-être une solution simple, mais ça ne règle pas, par ailleurs, plus largement, des milliers, des millions d'enfants à travers le monde qui n'ont pas accès à ces droits fondamentaux, pour des raisons de pauvreté dans certains cas, mais dans bien des situations, parce que le lien avec l'État national n'est plus là. Et le droit devrait prévaloir à quelque endroit que soient les personnes, mais lié à notre statut humain à travers le monde et non pas au lien national. Donc, un élément d'action qui nous semble peut-être un peu loin de notre portée, mais qui peut faire partie de la réflexion qu'on fait mettre de l'avant. On doit être détenteur des droits fondamentaux où que nous soyons, quel que soit le contexte dans lequel nous sommes. Deuxième, profitons du petit espace d'ouverture du gouvernement libéral actuel au plan fédéral pour remettre de l'avant la nécessité d'être de meilleur niveau par rapport à notre arrimage avec les conventions internationales. Autre niveau d'intervention, plus local. Toronto est une ville de droit pour tous, une ville sanctuaire. Pourquoi Montréal ne le devient pas depuis les années 90 que le mouvement est en branle pour que Montréal devienne une ville de droit pour tous, qui veut dire droit au logement, droit à la santé, droit à l'éducation principalement, et de pouvoir aller à ces services-là sans devoir dévoiler son statut d'immigration et être dénoncé, que cette protection-là soit assurée. Alors, vous avez une tâche auprès du maire Coder pour les prochains mois et les prochaines semaines. Et je termine juste une dernière chose en disant, évidemment, la question structurelle, elle est majeure, mais on a aussi discuté comment on peut, entre-temps, essayer de soutenir. Si jamais vous connaissez des familles et des enfants dans cette situation-là, évidemment, essayez de changer le système et ce qu'on vise, mais en attendant, essayons de faire en sorte que ces enfants-là ne restent pas par l'aide de scolarisation à la maison que peut offrir un voisinage, une organisation. Et le collectif nous a dit, après avoir mené à 10 personnes une bataille exemplaire et exceptionnelle qui sont à bout de souffle, s'il y a des gens que vous connaissez ou vous-même qui avez du temps à mettre à cette cause-là, c'est nécessaire. Allô, allô?
Juste quelque chose que je voulais rajouter par rapport à la thématique qui a été abordée dans notre atelier. Le samedi 19 mars au Centre Justice et Foi, dans le cadre de la semaine d'action contre le racisme, nous avons une journée complète que le Centre Justice et Foi organise en collaboration avec Québec Inclusif, Alternative et l'Association des musulmans et des arabes pour la laïcité sur les mutations et les déclinaisons du racisme au Québec. C'est samedi 19 mars au Centre Justice et Foi dans nos locaux de 9h à 17h. Très bien. On peut vous occuper de tous vos samedis si vous voulez. Hein? Ça a l'air à ça, oui.